Bienvenue dans Vraie Vie, un podcast imaginé par Clarisse Gardet. Vous écoutez Une maman comme les autres, un épisode où je m'entretiens avec Géraldine. Géraldine a 2 enfants. David, le cadet, a toujours été très agité. À l'école, il a rencontré des difficultés d'apprentissage de la lecture et de l'écriture. À l'âge de 9 ans, en classe de CE2, le diagnostic est posé, trouble de l'attention avec hyper-impulsivité. Géraldine témoigne du quotidien avec un enfant qui prend beaucoup de place, des difficultés pour l'accompagner au mieux, du retentissement sur la famille, des questionnements sur la normalité, le handicap. Et en fait, ça a commencé, avant. Il a toujours été, il a marché tôt, il était très vivant et on a découvert qu'il était dyslexique dès le CP. Donc là, il avait 6 ans. Et donc dyslexique, donc l'apprentissage de la lecture, et encore aujourd'hui il a beaucoup de mal à lire, il n'a pas un débit fluide, et donc on a été alertés par l'école, donc orthophonie, etc. Et donc la maîtresse, une très bonne maîtresse, c'est vraiment souvent nous disait attention, vigilance, etc. Et ça serait bien qu'il soit accompagné par une AVS, parce que franchement, il n'arrivait pas à lire. Et puis, il y avait un décalage qui se creusait avec ses camarades. Une AVS, auxiliaire de vie scolaire, accompagne l'élève en classe, quelques heures par semaine, pour l'assister dans les tâches d'écriture, de lecture, pour l'aider à retranscrire les consignes des enseignants et faire ses devoirs. Cela implique de déposer un dossier à la MDPH, Maison départementale des handicapés. Pour faire un dossier à la MDPH, il fallait faire plein de bilans. Donc on a fait à ce moment-là un bilan neuropsy. Et le bilan neuropsy a révélé qu'il avait un trouble de l'attention. Donc on était assez surpris parce que... déjà, on ne savait pas ce que c'était. Et puis entre guillemets, on le trouvait normal. À part cette difficulté de dyslexie, qui est aussi, finalement, assez courante. Sa sœur est dyslexique, son père est dyslexique. Et toi, alors, qu'est-ce que tu as ressenti ? À l'époque, je ne comprenais pas. Alors, pour moi, l'MDPH, je ne savais pas ce que c'était. Et je me dis... j'avais l'impression que c'était pour avoir un avantage, je comprenais, je voyais pas, je cernais pas, surtout j'étais dans le déni, c'était encore des démarches à faire, c'était lourd, j'étais devant une sorte d'étrangeté, par rapport à ce nom posé, ce diagnostic posé. Voilà, par rapport à ce diagnostic, par rapport au trouble de mon enfant, je me sentais assez démunie, je savais pas, et puis j'étais agacée parce que ça rentrait pas dans mes clous. J'avais une idée, de ce que devaient être les choses, et ça n'était pas comme je le souhaitais finalement. Et c'était quoi ton idée de ce que devaient être les choses ? Un enfant qui sache lire et qui fasse ses devoirs. Je voulais être comme les autres mamans. Peut-être la normalité, c'était plus moi que lui finalement. C'est peut-être moi qui me sentais anormale, et parce que j'étais pas comme les autres mamans et mon enfant était pas comme les autres. Et voilà. Et les autres mamans, elles te le faisaient sentir ? Les autres mamans, moi j'ai l'impression d'être entourée des mamans elles sont toutes Wonder Woman. En tout cas, elles lisent des histoires aux enfants le soir, elles font les devoirs. J'avais l'impression qu'elles arrivaient à faire plein de choses que je n'arrivais pas à faire. Alors après, j'exagère, j'ai toujours tendance à un peu exagérer. Et en fait, je me compare. Et après, plus on creuse, plus on se rend compte que les mamans, elles ont plein de problèmes, et que on aspire toutes, puis les pères aussi, à un idéal.
Et plus on avance dans la connaissance de son enfant, dans l'apprentissage de son enfant, plus l'idéal, il s'étiole. Et là, moi, il s'est étiolé, un peu en CP avec la dyslexie. Mais bon, ça, je le connaissais, donc ça passait. Mais après, le TDAH, puis alors, après ces acronymes, ça fait très peur, en fait. Donc en fait, je voulais pas trop voir ça. Et pour moi, ok, on fait un dossier MTPH. Bon, il aura son auxiliaire de vie scolaire. Et puis, tout ira bien. je serai débarrassée du problème. Bon, voilà. Mais non. Non. Enfin, ça a aidé un moment, mais après, ça n'a pas suffi, forcément. Et parce que, tant que c'est resté... sur la question de la lecture, ça allait. Mais bon, l'enfant, il grandit, il change. Et donc, les choses ne s'améliorent pas. Et donc, il fallait un autre accompagnement beaucoup plus important qu'une simple auxiliaire de vie. En CM2, avant l'entrée en 6e, les symptômes sont devenus particulièrement aigus et un traitement a été mis en place pour soulager David. Depuis, il est suivi régulièrement par une psychiatre. Il a également intégré un établissement spécialisé où le dialogue est ouvert entre l'équipe pédagogique et la famille, où une appréciation hebdomadaire remplace les notes, ce qui réduit considérablement la pression qui existe dans le système classique. Géraldine, de son côté, a suivi pendant quelque temps un groupe de parole. Elle a pu mettre les choses à plat, relativiser et surtout assumer le handicap de son enfant. J'ai appris plein de choses au groupe de parole, plein de choses, faut faire ci, faut faire ça. Voilà. Par exemple, comment cadrer son enfant, la question de la punition, la question de la récompense. Des choses assez théoriques assez concrètes, assez pratiques. Ça t'a servi. Voilà, oui, ça sert. Après, c'est beaucoup de bon sens et ça s'adresse à tout parent. Simplement, avec un enfant comme ça, il faut être plus encore. Tout ce qu'on m'a dit, c'est très bien et c'est très vrai. Après, si j'applique 10%, c'est juste génial. Je n'appliquerai pas les 100%. Le groupe m'a appris une chose, c'est OK, mon enfant est handicapé. Voilà, quelque part. Je dirais que si j'ai appris quelque chose, c'est ça. Et j'accepte que mon enfant soit handicapé. Et je reviens sur ce terme qui peut être un peu provoque, un peu choquant. Mais pour moi, c'était important de me dire, c'est pas un problème. Voilà, c'est pas un problème. Plusieurs années de pratique de la méditation ont aidé Géraldine sur ce chemin d'acceptation. À la maison, David prend beaucoup d'espace, au sens propre comme au sens figuré. Cela implique pour la famille un apprentissage de la tolérance et de la patience. Pour Géraldine, mais aussi pour la sœur aînée de David et pour leur père. L'hyperimpulsivité de David se manifeste parfois par de l'agressivité, souvent par un besoin de dépenses physiques difficile à satisfaire pleinement. Par exemple, malgré des activités sportives intenses dans la journée, il arrive certains soirs que David transforme l'appartement familial en parcours d'obstacles. Maintenant, ça va. J'ai changé, j'ai évolué. Je sais qu'il ne peut pas faire autrement. Je sais que mon appartement, ça sera pas ça sera un désordre pas possible. Je rangerai après. Et qu'est-ce qui a fait que tu as fait ce chemin ? La pratique, c'est énorme. La pratique de la méditation. La méditation, c'est énorme. Que moi, j'arrive à me poser, c'est que j'ai moi mon espace, que lui, il ne prenne pas tout l'espace, en fait. Parce que c'est ce qui se passe, c'est qu'il prend tout l'espace. Il prend mon espace, il prend l'espace de sa sœur, il prend pour mon mari aussi. Il prend tout, quoi. Et comment trouver un espace là-dedans ? Alors, on a beau aimer son enfant et il y a des moments, on n'en veut plus de son enfant. C'est pas possible. Puis quand on est fatigué, c'est comme la température qui monte. Plus la fatigue monte, plus mon seuil de tolérance baisse. Dans tout ça, c'est vrai que j'ai besoin, moi, d'avoir un espace. Moi, j'ai l'impression de jongler, donc... Et je sais que même quand c'est trop,
je sais que j'ai cette possibilité de retrouver mon espace. Donc je sais que je peux me relier quelque part pour pas devenir, c'est un peu dur, pour pas devenir un monstre, pour pas lui hurler dessus, pour trouver quelque chose qui fera que la situation va passer et que je le déteste pas, qu'il ne me déteste pas. La méditation, je dirais, c'est de retrouver le fil d'or entre lui et moi. En fait, c'est retrouver le lien. Alors, est-ce que le chemin que tu as fait toi, ça a une influence ou pas? Oui, parce que maintenant, je sais que tout ne sera pas parfait. Que moi, parfois, je déraille aussi. Que parfois, je n'ai plus la patience. Parfois, je n'y arrive pas. Et après, ça ouvre sur autre chose, quoi. C'est surtout ça, en fait. Parce que il a un handicap par rapport à une certaine norme, par rapport à certains critères, mais il peut être fabuleux. Il a une créativité juste incroyable. Il a une intelligence qui est vraiment très propre, très fine. Il voit énormément de choses. Il a vraiment beaucoup de finesse, de discernement. Il est très gentil. Il a un cœur vraiment énorme. Et moi, il me fait beaucoup rire aussi. Enfin, on a un lien très fort. J'ai un être en face de moi. Alors, c'est mon fils, mais c'est pas moi. En même temps, il y a un effet miroir qui s'installe parce que je me vois beaucoup en lui. On peut s'alimenter l'un et l'autre parce qu'il m'apprend beaucoup, je lui apprends. Et pour moi, un parent, c'est accompagner son enfant. J'ai lu un livre il n'y a pas longtemps, Les âges de la vie, de Christiane Singer, et qui m'a bouleversée parce que moi, je pensais que on était enfant et puis après, il y avait l'étape supérieure. Puis on avait à s'améliorer, en fait. Et en fait, chaque âge de la vie, c'est une relation au monde. Et là, il est à un moment de sa vie. Moi, je suis à un autre moment. On a chacun notre relation au monde. Et après, c'est comment on établit la passerelle entre nous deux. Et puis, c'est mon fils. Enfin, j'ai envie de grandir avec lui. Et j'ai envie d'avoir une relation avec lui. Cet amour que je ressens quand je me pose, quand je me relie à moi dans la méditation, me permet de me dire je souhaite garder ce lien. Et puis on fait comme on peut. Voilà. Donc, on n'est absolument pas la famille parfaite. Est-ce que ça existe, la famille parfaite? Écoute, j'aurais voulu, moi. J'aurais voulu. C'était moins fatigant. C'était moins fatigant. C'était Une maman comme les autres, un épisode de Vraie Vie. Merci Géraldine pour ce partage, pour ta sincérité et ton honnêteté si rafraîchissante. Vraie Vie est un podcast de Clarisse Gardet, réalisé par Calisson.